déjà un peu la critique. Hein. Et l'interprétation, c'est la partie du travail du sociologue qui se rapproche peut-être de celui du romancier, de l'écrivain, mais aussi du détective, où on est vraiment accaparé par le matériel et où tout le travail se fait. Alors, je suis particulièrement heureuse d'entendre parler M. Soulet. Je vous donne tout de suite la parole. Et le micro. Et le micro. Merci. Oui. Lundi dernier, lors de la discussion qui a suivi la présentation de Daniel Mercure, l'un d'entre vous a fait une intervention en disant que surtout il ne fallait pas tomber dans l'interprétation. En sous-entendu, ça signifiait ne pas s'engager dans un travail pas sérieux, quoi. J'entends bien, moi, cette critique, je l'entends très clairement, puisque l'interprétation, ça peut être perçu comme une manière d'éviter l'affrontement avec des objections et de clore très rapidement la discussion scientifique. Ça peut aussi signifier s'engager dans les voies du relativisme où tout se vaut, tout est bon. Ça peut aussi être un droit de tirage, si j'ose m'exprimer ainsi, un droit de tirage qui n'entraînerait aucun devoir théorique, méthodologique ou empirique. Et pourtant, mon propos ce soir, ce serait d'essayer de montrer que le risque interprétatif est intimement lié au raisonnement sociologique. Qui, parmi vous, plaiderait pour une sociologie purement descriptive? Qui, parmi vous, accepterait d'en rester aux données? Qui, parmi vous, limiterait son travail à la seule consignation des dires des enquêtés comme base et comme finalité de la connaissance produite? Alors, mon propos va être d'essayer de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que c'est qu'interpréter? Comment interpréter? Et pour ce faire, je vais inscrire mon exposé dans l'espace épistémologique passeronien et non pas parsonien, pour ensuite essayer de m'en écarter, non pas parce que j'ai un désaccord épistémologique profond avec lui, mais plutôt parce qu'il me semble qu'il ne va pas assez loin et qu'il ne va pas jusqu'au terme de la logique qu'il déploie lui-même. Alors, pour essayer d'inscrire mon propos, il me semble que je voudrais rappeler deux balises fortes de cet espace épistémologique de Jean-Claude Passeron. La première, c'est de dire que les sciences sociales sont des sciences interprétatives. Elles ne sont pas des sciences nomologiques, elles ne proposent pas de loi parce que leurs assertions sont toujours produites en référence à des contextes sociaux. Et ce qui caractérise des contextes sociaux, c'est justement d'être changeants. Toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Souvenez-vous, quand Daniel Mercure nous parlait de la famille québécoise des années 50 et d'aujourd'hui, c'est une manière de dire que toutes les assertions que nous produisons, non pas sont relatives, mais sont relationnées, si j'ose m'exprimer ainsi, à un contexte. La deuxième balise dans l'espace épistémologique parsonien, c'est de dire que les sciences sociales sont des sciences empiriques. Les sciences empiriques, ça veut dire que ce ne sont pas des sciences, si on peut les appeler ainsi, herméneutiques, parce que leurs assertions sont toujours déictiques, toujours rapportées à un ici et à un maintenant qui leur donne sens. Ce qui fonde en quelque sorte le sens dégagé par les propositions, c'est leur légitimation empirique. Et ce sens n'est pas assujetti, comme dans une perspective herméneutique, seulement à une logique formelle, seulement à une cohérence interne. Il est toujours empiriquement contraint, il est toujours lié à des contextes qui lui donnent sa valeur. Donc, il me semble que ce sont les deux balises de l'espace épistémologique passeronien, je ne voulais pas le faire, je l'ai fait, passeronien,
qui est de dire que nous sommes dans un univers intégralement interprétatif et en même temps empiriquement contraint. Si on admet ça, je pense qu'il faut, toujours pour déployer ce raisonnement sociologique particulier, je pense qu'il faut dire encore trois petites choses. La première, c'est que ce qui relie ces deux balises, parce qu'a priori, ils ne sont pas forcément facilement connectés, ce qui relie ces deux balises, c'est le travail d'enquête, qui est à la fois un ars inveniendi, où on en a parlé lundi encore, l'imagination sociologique est le moteur de l'interprétation, et aussi un ars probandi, puisque les conjectures doivent être toujours mises à l'épreuve par un travail de contextualisation et de confrontation aux faits. Deuxième petite remarque, ce qui est au cœur de cette articulation entre conjecture et mise à l'épreuve, c'est le raisonnement comparatif, toujours pour reprendre l'expression de Passeron, ou c'est la méthode comparative continue, pour reprendre cette fois-ci l'expression de Glaser et Strauss. Raisonnement comparatif, méthode comparative continue, avec les faits, même si ceux-ci sont produits dans le cadre de l'enquête, avec le contexte et avec, bien sûr, les connaissances disponibles. Et puis, je crois qu'il y a une troisième idée, c'est qu'on doit concevoir l'enquête sociologique, non pas comme une suite de moments successifs, ordonnés, mais au contraire comme un ensemble d'actes qui se renvoient mutuellement les uns aux autres, qui se renvoient à ceux qui suivent et bien sûr à ceux qui précèdent. Dès lors, si l'on admet ces éléments, comme je le disais, qui balisent un petit peu cet espace, qu'est-ce que c'est qu'interpréter? Et il me semble qu'on peut, et c'est d'ailleurs un peu le pari, je vous invite à consulter un numéro de la revue Enquête, celle qui était pilotée entre autres par Passeron et par Jean-Pierre Olivier de Sardan. C'est un peu le pari qu'ils ont fait, qui est de dire on peut comprendre ce qu'est l'interprétation par ce qui semblerait être a priori son contraire, la surinterprétation. Qu'est-ce que c'est que surinterpréter? Bien, ça semble a priori assez évident. D'ailleurs, qui d'entre nous, je m'adresse aux plus anciens, ne l'a fait? Qui d'entre vous, je m'adresse aux plus jeunes, n'a reçu cet anathème? Vous outrepassez les données, mon cher, vous excédez le sens qui est porté par les données, vous faites violence aux données, bref, vous faites dire plus que ce que les données veulent ou peuvent dire. Voilà, ça serait en quelque sorte ce qu'on a coutume de désigner comme la surinterprétation, qui peut prendre plusieurs modalités, comme ça se traduit par la réduction à un facteur unique. On simplifie en quelque sorte l'objet analysé, on en réduit la complexité en la réduisant donc à un facteur unique. Ou au contraire, on est tellement obsédé par la cohérence, on veut tellement faire sens à tout prix, eh bien qu'on surinterprète. Ou bien encore, il y a, pour paraphraser tout en s'en détournant Weber, il y a une inadéquation significative avec le contexte. On ne tient pas compte du contexte dans lequel les faits ont été constitués. Ou bien encore, on fait tout simplement une généralisation abusive, on fait un saut interprétatif, comme on le dit. Bref, le fameux chaînage du micro et du macro dont on a déjà parlé, eh bien, ne passe pas aussi simplement. Et voilà, la messe est dite, dans une certaine manière. Quand on a dit ça, on a un petit peu jeté l'anathème sur des collègues un peu indélicats. On a qualifié la faute de jeunesse de quelques étudiants dont on ne sait pas comment traiter le travail en disant « vous excédez les données ». Mais ce que je voudrais essayer de glisser progressivement comme idée, eh bien, c'est que la ligne jaune entre interprétation et surinterprétation, elle n'est pas tracée. En tout cas, la frontière n'est pas nette. Et même pour aller plus loin, la frontière est floue. La frontière est floue parce que,
première idée, interpréter, c'est toujours réviser une interprétation préalable. Parce que c'est toujours à partir d'une compréhension antérieure qui ne nous paraît pas satisfaisante, qui ne nous paraît pas pertinente, qui ne nous paraît pas adéquate, que nous nous lançons dans une nouvelle interprétation. Compréhension ou interprétation antérieure qui a été produite par des collègues ou qui est tout simplement portée par le sens commun. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'interprétation ne part pas de rien, au contraire, interpréter, c'est toujours dépasser une interprétation existante, et donc, si je joue avec les suffixes, c'est d'une certaine manière surinterpréter une interprétation existante, c'est essayer donc de l'outrepasser. Deuxième raison peut-être pour laquelle la frontière n'est pas aussi simple que cela, eh bien, c'est que interpréter déborde toujours la valeur probatoire des descriptions empiriques que l'on utilise. Sinon, ce serait de la description pure. Pour le dire autrement, interpréter, c'est toujours prendre une prise de risque qui présuppose des sauts créateurs, qui présuppose qu'extraire, si je peux prendre ce terme, le sens, c'est aller au-delà de ce que les données disent. Et dès lors, on doit bien concevoir que ce qui était l'anathème jeté à un collègue peu soucieux ou un jeune étudiant, eh bien, c'est sur le fond une pratique que l'on fait quotidiennement. Autre raison, bien, parce que il existe nécessairement, je viendrai plus tard sur le nécessairement, une pluralité d'interprétations sur de mêmes phénomènes, d'interprétations concurrentes, et on y reviendra, disais-je, qui sont là en raison du fait que la problématique que l'on a choisie, les modes de constitution et de recueil des faits sont différents et que par rapport à cela, on peut produire des interprétations du sens qui est à la fois différent et qui peut être concurrent. La frontière n'est pas très claire, elle est floue, disais-je, aussi parce que toute interprétation est tendancielle ou présomptive, que dans une certaine mesure, parce que la réalité à saisir n'est pas transparente, eh bien, il n'y a pas de correspondance directe entre les faits décrits, les descriptions et les concepts. Et puis, peut-être, pour finir sur les raisons pour lesquelles la frontière est floue, peut-être tout simplement parce que ce qui est interprété, ce ne sont pas les faits, ce ne sont pas les conduites, ce ne sont pas les pensées, ce ne sont pas les actes des acteurs, mais ce sont des relations entre des faits, individuels ou collectifs, et des éléments de structure ou de culture. Bref, si je continue à déployer gentiment mon raisonnement, si l'on admet ceci, que la frontière n'est pas floue pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, doit-on pour autant en considérer que toutes les interprétations se valent? Que parce qu'il n'y a pas de démarcation nette entre les deux, tout est bon dans l'interprétation? La réponse, ça n'est pas la mienne, c'est celle de Passeron, c'est celle que reprend Lahire, c'est celle que reprend Olivier de Sardan et plein d'autres, c'est non. Parce que justement, il y avait la première balise dont nous parlions tout à l'heure, celle de dire les sciences sociales sont des sciences empiriques, et donc l'interprétation est toujours empiriquement contrainte, c'est-à-dire qu'elle va tirer sa légitimité du contexte dans lequel elle a extrait les faits pour essayer de tester sa plausibilité empirique et pas simplement de faire valoir sa virtuosité intellectuelle ou de respecter une logique formelle. Et là, on avance un tout petit peu, si l'on suit ce raisonnement, et toujours dans la logique passeronienne,
On avance un tout petit peu, puisque dès lors, on peut comprendre que interpréter, ça n'est pas découvrir un sens occulte. Ça n'est pas un travail de l'allégorie qui est littéralement et d'aller chercher le sens en dessous. Mais au contraire, interpréter, il faut l'entendre comme un travail de méthode, au sens là aussi littéral de méthode, c'est-à-dire un cheminement que l'on peut faire valoir avec un ensemble d'activités régulées, en tout cas interprétées sociologiquement. Cette position, j'ai essayé de la résumer, la position de Passeron, à partir de laquelle je pars. Cette position, qui dit indexation au contexte et mise à l'épreuve, à l'aide notamment d'un raisonnement comparatif, me paraît à la fois être pertinente en même temps qu'incomplète. Elle me paraît pertinente et incomplète pour tenter de rendre compte de ce qu'est effectivement interprété. Et pourquoi cela? Parce que, primo, elle renvoie la question de la bonne interprétation au bon arrimage à l'empiricité de l'interprétation. Et elle fait cette position de la mise à l'épreuve le moment décisionnel de la validation et de la légitimation de l'interprétation. Et en ce sens, deuxième raison pour laquelle elle ne me paraît pas nous permettre de bien comprendre ce qu'est l'interprétation en tant qu'ensemble d'activités régulées et opératoires, eh bien, c'est qu'elle ne dissocie pas, en fait, deux moments, même si le terme moment homogène, j'y viendrai tout à l'heure, deux registres de l'interprétation, l'interprétation comme opération et l'interprétation comme résultat. L'interprétation comme opération, bien justement, elle, c'est ce que j'essayais de vous dire en m'appuyant sur Passeron, elle ne distingue pas interprétation et surinterprétation, au contraire même, puisque ce qui est le propre de l'opération d'interprétation, c'est le dépassement du sens permis par les données. C'est justement ce dépassement qui constitue l'interprétation en interprétation et non pas en simple description. Par contre, le résultat de cette opération d'interprétation, que l'on appelle aussi interprétation, lui est empiriquement contraint, on peut le comprendre, si l'on suit Passeron, puisque c'est ce qui va fonder sa légitimité à ne pas être justement une surinterprétation résultat. Or, à trop vouloir asseoir la véridicité, pour reprendre le concept de Passeron, de l'interprétation comme base de sa nature scientifique, essentiellement pour lutter contre une herméneutique pensée comme une formulation d'assertion libre, seulement contrainte par une cohérence formelle et par une logique de la signification, eh bien, on en oublie, me semble-t-il, ce qui peut bien caractériser l'interprétation comme procédure. Et ce que je voudrais essayer de faire dans le petit quart d'heure qui me reste, ce que je voudrais essayer de faire, bien, c'est justement d'essayer de qualifier l'interprétation comme procédure, en ayant bien clarifié, j'espère, dans votre esprit, le fait que ça ne signifie pas que la question de l'interprétation empiriquement contrainte soit inintéressante, au contraire. Mais simplement, si on ne se focalise que sur elle, on ne comprend peut-être pas ce qui est au cœur de l'activité d'interpréter. Et pour pouvoir faire cela, pour pouvoir comprendre ce qu'est le travail interprétatif, il me semble qu'il faut dissocier, même si c'est fictif, parce que ça n'est pas distinct dans le travail d'enquête, qu'il faut dissocier ce que j'appellerais la logique de la découverte de la logique de la preuve. Et que je voudrais m'intéresser maintenant devant vous à essayer de comprendre ce qu'est et comment fonctionne la logique de la découverte, sachant que, je le répète, elle n'est pas autonomisable de la logique
de la preuve. Là encore, il me semble qu'il y a deux conditions pour bien comprendre cela. Un, c'est de concevoir que l'interprétation, en tant qu'opération et non pas en tant que résultat, l'interprétation en tant qu'opération n'intervient pas seulement une fois les données récoltées, une fois les données constituées, mais au contraire même qu'elle est là, au cœur du travail d'enquête, pour ne pas dire au début du travail d'enquête, pour justement orienter la quête de données nouvelles en même temps que leur compréhension. La deuxième élément, je pense qu'il faut dégager pour essayer de réfléchir à ce qu'est ce travail de l'interprétation, eh bien, c'est de dire peut-être que ce que j'ai posé tout de suite pour me démarquer de Passeron, c'est peut-être une absurdité. Parce que la logique de la découverte est en même temps une logique de la preuve, puisque, et si l'on en suit ce que l'on nous explique de plus en plus, il faut que pour que votre travail soit valide, il faut que vous exposiez très clairement les modalités par lesquelles vous avez produit vos résultats. Et on confond souvent cette injonction en entendant par là simplement le fait qu'il faut que j'explique ma méthodologie d'enquête, c'est-à-dire mon échantillonnage, les modes de recueil de données, voire le type d'instrument que j'ai utilisé pour analyser mes données. Non, ce que je veux évoquer ici, c'est que la mise à jour des opérations intellectuelles par lesquelles la découverte se fait peut être considérée comme tout travail de mise en vue des opérations et des procédures utilisées dans une recherche, comme une forme de validation des résultats obtenus. Alors, si je résume avant d'être un peu plus concret, il me semble que je vais piquer l'idée à Daniel. Vous allez me dire, j'étais pas là hier, donc j'ai simplement pris dans les exposés que j'ai eus. Et Daniel nous a fait une confession lundi. Il nous a dit, plus je vieillis, plus je deviens néo-positiviste. Hein, bon, je n'ai pas voulu me désolidariser de lui. Je ne sais pas si c'est l'effet d'âge, mais je dirais, la première idée, il faut admettre une sorte, si l'on veut comprendre pratiquement ce que sont les opérations d'interprétation, il faut admettre une sorte de posture positiviste, oui, et de dire qu'il y a du dévoilement dans l'acte de connaissance, qu'il existe, j'y reviendrai, un sens caché au-delà des données, et ceci parce que la réalité à connaître n'est pas immédiatement perceptible, n'est pas directement accessible. La connaissance de la réalité est toujours médiate, est toujours indirecte, et elle s'opère par l'entremise d'indicateurs empiriques qui sont justement pensés comme des signes, j'y reviendrai, comme des traces de ce qui est à comprendre. Mais en même temps que je plaidais par solidarité avec mon camarade Mercure pour une posture néo-positiviste qui consiste à dire il y a quelque chose là qui est caché à découvrir, je pense qu'il faut considérer la dimension pluraliste de la réalité, ce sens dont je parlais tout à l'heure, qui était à dévoiler, eh bien, ça n'est pas un sens déjà là. Au contraire, c'est un sens attribué par l'activité des acteurs, dont notamment l'activité des chercheurs. Il faut donc postuler une sorte de pluralité interprétative et concevoir dès lors que la connaissance produite est une connaissance conjecturale qui repose justement sur un raisonnement conjectural. Alors, comment pourrait-on qualifier ce raisonnement conjectural qui me semble être au cœur de l'activité d'interprétation dans cette perspective logique de la découverte? Bien, j'ai essayé de le décomposer. À un moment donné, j'ai écrit dans un papier que j'ai mis, que vous avez pu consulter, ou que vous pourrez consulter, le triangle magique de la découverte, en disant que dans ce triangle, il y avait trois pôles.
à l'intérieur desquels les opérations de découverte se faisaient. Un des pôles, c'est le pôle de l'extraction, et c'est une manière de dire l'indiciarisation des faits, des données. Je vais essayer de m'expliquer dessus. Ensuite, il y a un pôle de la comparaison et qu'on pourrait appeler d'expérimentation logique. Je m'expliquerai aussi là-dessus. Et puis, un pôle que j'ai qualifié, en empruntant ça à un célèbre auteur de romans policiers, Colin Dexter, l'imagination réaliste, qui me semble être le troisième pôle de ce triangle magique de la découverte. Alors, j'essaie d'expliquer cette idée d'indiciarisation des faits. Si l'on admet mon postulat qu'il y a du sens à découvrir, du sens là qui est au-delà de ce qui est immédiatement accessible, ça signifie qu'on doit saisir, constituer et donc sélectionner des données parmi d'autres, des faits parmi d'autres, en tant qu'indice de justement ce qu'il y a à découvrir. Qu'est-ce que je veux dire en tant qu'indice? Eh bien, tout simplement, le fait que l'indice, ça n'est pas un symbole. La girouette est le symbole du vent. Il y a une correspondance directe entre les deux. Quand vous pensez à la girouette, vous pensez à rien d'autre qu'à du vent. Ce que nous donne l'indice, c'est justement une non-correspondance entre cet élément-là et ce qu'il y a à découvrir, ou pour le dire autrement, il y a une polysémie de l'indice. Il nous indique quelque chose, une direction, mais il ne nous dit pas la chose à découvrir. De la même façon, ça n'est pas un symptôme, puisque le symptôme, un peu comme la fièvre, qui peut être, ou en tout cas la transpiration, qui peut être, si on la mesure et qu'on trouve la fièvre, peut être un symptôme eh bien, d'une maladie, d'une infection, de quelque chose. Et là, encore, le symptôme, c'est une correspondance directe entre les deux, entre ce qui n'est pas visible, la maladie, et son expression, le symptôme. Là, au contraire, je crois qu'il faut concevoir l'indice comme nous révélant quelque chose d'un autre ordre de réalité. Certains d'entre vous le savent, je suis un passionné de romans policiers, et il y a un auteur du 19e, Émile Gaboriau, un des pères du roman policier, avant Sherlock Holmes, qui à un moment donné nous dit, quand il cherche dans la neige un petit peu les traces du criminel qui a pu faire le coup et qui est passé probablement par la fenêtre, il essaie de comprendre, il dit « Je ne cherche pas simplement à voir la marque de ses pas dans la neige, je cherche aussi, ce faisant, à voir la marque de ses intentions. » Alors, vous voyez, c'est bien sûr un peu facile de le dire comme tel, mais c'est de dire l'indice nous déplace, il n'y a pas cette correspondance directe. Pour le dire plus rapidement, il me semble que l'indice nous renvoie à un cas, au sens de quelque chose qui fait obstacle, de quelque chose qui crée une sorte de décalage mental, de désadaptation mentale entre le chercheur et son problème. Et je vais prendre là aussi un exemple de Sherlock Holmes, où vous avez un cheval qui a été volé dans une ferme, et ça s'appelle Flèche d'argent, et à cette occasion, Sherlock Holmes enquête, mais il avait passé la nuit avec Watson dans la ferme pendant la nuit pendant laquelle le cheval a été volé. Et Sherlock Holmes demande à Watson « Vous n'avez rien observé, mon cher Watson, cette nuit ?» « Non. » « Pourquoi ? Il y avait quelque chose de particulier à observer ? » « Non. C'est ça qui est surprenant. » Signifiant, et j'y reviendrai tout à l'heure, signifiant, alors que nous sommes dans une ferme, qu'il y a un chien, le chien n'a pas aboyé, or, si on a volé le cheval, le chien aurait dû aboyer. Dès lors, en découle, et j'y reviendrai, logiquement, un raisonnement qui nous fait dire pourquoi le chien n'aboie-t-il pas ? Parce qu'il n'a aucune raison d'aboyer si c'est un familier qui a volé le cheval. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le cas vient heurter le raisonnement. Et pourquoi vient-il heurter le raisonnement ? Et là, j'emprunte ça
à un sémiologue, Pierre Boudon, parce que sur le fond, on s'appuie toujours pour interpréter de façon indiciaire, on s'appuie toujours sur des stabilités locales. C'est le terme de Boudon, mais souvenez-vous, Daniel, l'autre jour, nous parlait de scénarii interprétatifs. C'est quoi? Ce sont des constructions que l'on prend à un moment donné dans son travail comme des certitudes extérieures à l'explication qu'on est en train de mener. Comme d'ailleurs toutes les théories construisent des externalités pour pouvoir fonder leur explication. Eh bien, dans une certaine mesure, quelle a été la stabilité locale que Sherlock Holmes a fait valoir? Ce que vous n'avez pas du tout mis en doute quand j'ai présenté l'exemple, c'est qu'un chien n'aboie pas quand un familier s'approche. C'était ça la stabilité locale du raisonnement. Mais on aurait pu trouver 1000 raisons, enfin pas 1000, un certain nombre de raisons pour expliquer que le chien n'avait pas aboyé. Il avait été tué par le criminel. Il avait une bronchite, j'en sais rien, il était enroué. C'était un husky, et ces chiens n'aboient pas. Or, on a simplement pris la stabilité locale la plus plausible pour asseoir le raisonnement. Et je veux dire, dans la dimension interprétative, nous faisons ces imputations de stabilité de quelque chose dont on a besoin, même si cette stabilité est révisable, même si, sur le fond, on peut en changer. Si Sherlock Holmes avait découvert le chien mort, bien sûr qu'il aurait dû réviser son interprétation. Deuxième, il me reste 5 minutes. Deuxième élément, l'idée de comparaison, d'expérimentation logique. Moi, je retiens beaucoup l'idée de comparaison. Et je trouve qu'effectivement, c'est à la base de notre travail d'enquête, si l'on admet que la comparaison, elle a plusieurs statuts dans le moment de l'enquête. Et que probablement, la dimension heuristique la plus faible de la comparaison, c'est de comparer le comparable et de faire une opération de rangement. Par contre, comparer en largeur, comme nous dit Strauss, c'est-à-dire d'essayer de voir jusqu'où le commun est présent dans du différent, ou au contraire, comparer en avant et en arrière, je vais donner un exemple tout de suite, me paraît être une base très bénéfique. Qu'est-ce que ça veut dire comparer en avant et en arrière? Comparer en arrière, c'est je mets en rapport des faits pour essayer de dégager des relations entre ces faits, des faits qui sont là, existants et que j'ai extraits dans mon travail d'enquête de la réalité observée. Un petit peu comme quand je fais un puzzle. Je prends toutes les pièces qui sont de la même couleur, par exemple bleu. Et puis je vais les mettre ensemble, je vais les différencier des vertes, des blanches ou des rouges. Mais aussi comparaison en avant, puisque à un moment donné, je vais aller chercher quelque chose qui pourrait aller avec le bleu. Et quelque chose qui pourrait aller avec le bleu, ça signifie que je commence à construire une comparaison qui n'est plus avant-arrière, mais qui est une comparaison locale que du bleu, avec, je ne l'appellerai pas global, mais total, un sens qui est de dire, mais si j'ai du bleu, ça pourrait être le ciel. Et si c'est le ciel, ben dans le ciel, il n'y a pas que du bleu, toujours, il peut y avoir du blanc, nuageux. Et je vais donc ma comparaison va m'amener à aller chercher du blanc pour essayer à aller chercher des données spécifiques en fonction d'un sens que j'aurais essayé de dégager à un moment donné. C'est bien pour cela que je disais l'interprétation est en cours d'enquête et pas simplement à la fin. Et puis, imagination réaliste, eh bien, il me semble que là, beaucoup d'auteurs nous le disent. L'hypothèse zéro de Becker, que tout le monde a lu dans Les ficelles du métier, c'est à peu près, Pierre Boudon nous parle, le travail d'interprétation, c'est un travail, il utilise le mot d'affabulation. Vous imaginez comme c'est fort, d'affabulation. Ça veut dire quoi? Comme dans l'hypothèse zéro, on sait que c'est faux. C'est pas grave. Mais par contre, c'est utile. Je viens de terminer un nouveau
recueil de nouvelles policières d'un auteur que je n'aurais jamais imaginé être auteur de romans policiers, c'est Fernando Pessoa, le célèbre écrivain portugais, qui a commis des nouvelles policières. Malheureusement, elles sont incomplètes, elles ne sont intéressantes que si on ne s'intéresse pas, en quelque sorte, à l'intrigue, mais plutôt au mode de résolution. Et Pessoa, il faut le lire, c'est passionnant, il a, à un moment donné, cette idée de rechercher toutes les hypothèses, il appelle ça des hypothèses, zéro, qui seraient possibles pour expliquer la situation, et à partir de là, de les déconstruire systématiquement, avec l'idée, bien sûr, que c'est seulement celle qui sera la plus résistante qui durera. Mais l'idée d'aller chercher délibérément des hypothèses concurrentes. Alors, c'est cela que j'appelle de l'imagination réaliste, c'est donner une forme, produire une histoire provisoire, bref, quelque chose qui nous donne, dès le départ, très vite, l'idée du ciel qui va nous permettre progressivement d'aller chercher d'autres informations. Alors, pour conclure, quel est le raisonnement particulier qui est à l'œuvre dans ce travail de l'interprétation entendue comme procédure? Eh bien, il me semble, et là encore, je le vole à un auteur de romans policiers, je le vole à Conan Doyle, qui explique à ce cher Watson que n'importe quel imbécile est capable de compléter une histoire, comme quand nous étions enfants et on débutait une histoire et puis on la faisait circuler comme ça et on mettait un bout pour donner du sens à l'histoire. Et il nous dit, au contraire, le travail de l'enquêteur, c'est le raisonnement à rebours, où l'on part de la fin. Où l'on part de la fin, ça veut dire que l'on part de la conséquence pour remonter à la cause. Où l'on part de, comment dirais-je, du conditionné pour arriver au conditionnant. Alors, si l'on suit ce raisonnement, on comprend mieux à la fois pourquoi les sciences sociales débouchent sur sont des sciences interprétatives pluralistes. Eh bien, tout simplement parce que quand on part d'un conséquent pour remonter à une cause, cette remontée, elle est toujours, je le disais, provisoire, conjecturale. Elle ne peut pas être certaine. Je ne peux jamais faire la preuve de ce lien entre conséquence et cause quand je fais justement ce raisonnement inférentiel qui est celui de la remontée à rebours. Et d'ailleurs, Pierre Livet a écrit un très beau texte en nous expliquant que dans les sciences sociales, il ne faut pas raisonner en termes de preuve, mais de mise à l'épreuve, signifiant donc que la preuve n'est jamais définitive, il faut simplement tester d'une manière ou d'une autre la résistance de cette interprétation produite. Alors, qu'est-ce que serait, et je m'arrête pour rester dans les temps, qu'est-ce que serait cette mise à l'épreuve pour aller peut-être un peu plus loin que cet empiriquement contraint dont nous parle Passeron? Eh bien, il me semble qu'elle devrait répondre à 4 principes, et on retrouve là l'interprétation dans sa dimension résultat. Pour qu'elle ne soit pas sur-interprétation, il me semble qu'elle doit répondre au principe de plausibilité par rapport au problème. Ça paraît idiot ce que je suis en train de dire, tellement c'est une lapalissade, mais le premier peut-être principe de mise à l'épreuve, c'est de dire est-ce que l'interprétation renvoie bien au problème que je me posais? 2, qu'il y ait un principe d'adéquation significative avec le contexte et que l'on soit en capacité de montrer, et c'est ça le empiriquement contraint de Passeron, que je sois en capacité de montrer que mon interprétation, elle vaut, excusez-moi de le dire comme ça, dans le contexte pour lequel elle a été produite. 3e principe, le principe d'intégration de faits contradictoires. Un des grands reproches que l'on peut faire à un certain nombre de modèles théoriques, c'est que justement, ils ont la capacité de tenir parce qu'ils n'intègrent que des faits qui sont, en quelque sorte, complètement en phase avec le modèle et qu'ils n'intègrent pas, justement, le contre-exemple ou autre. Et il y a bien cette idée très beckerienne que ce qui fait la force, à un moment donné, d'une interprétation, c'est sa résistance au contre-exemple, donc à l'intégration de faits contradictoires.
Et puis, quatrième principe, et je m'arrêterai là, c'est le principe de l'économie cognitive. L'interprétation probablement qui résiste le mieux, c'est celle qui présuppose le moins de saut logique, c'est celle qui présuppose le moins de préconditions, donc celle qui est la plus économique d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé d'avoir été aussi condensé, mais c'était l'exercice de style qui voulait ça. Grand merci pour cet exposé tout à fait passionnant, très clair aussi, très bien structuré. Je suis certaine que vous avez des questions, des commentaires. Oui. Attends, je pense qu'il faut que tu prennes le micro pour que ce soit enregistré, je crois. Oui, je voudrais en fait t'interroger sur ton entrée en matière. Tu as dit les sciences sociales ne sont pas nomologico-déductives. Je ne sais pas si tu connais les thèses de Karl Otto Appel sur la querelle expliquer, comprendre. Louis soutient une autre hypothèse, c'est-à-dire que les sciences sociales sont trois choses. Elles sont nomologico-déductives et elles le sont parce que le social se solidifie. Enfin, je ne sais pas les concepts qu'il utilise, mais le social peut se durcir. Et d'autre part, beaucoup d'activités sociales sont stratégiques et donc sont prévisibles d'une certaine façon. Mais, dit-il, cette dimension nomologico-déductive n'est certainement pas insuffisante, et si je me souviens bien, la preuve qu'il en donne, c'est les prédictions auto-réalisatrices et auto-dénégatrices. Et donc, il y a le deuxième pan de la sociologie, qui, lexicalement, est premier par rapport au nomologico-déductif, c'est l'interprétation. Mais ce qu'il dit, c'est que le troisième pan de la sociologie, c'est-à-dire sa dimension critique, se comprend par le jeu qui s'instaure entre la dimension des contraintes sociales et la question du sens, qui permet en quelque sorte de dépasser ou de justifier le dépassement des contraintes sociales. Donc comment tu te situes par rapport à ça? Autrement dit, est-ce qu'on peut soutenir une épistémologie des sciences sociales qui se focaliserait de manière exclusiviste sur l'interprétation, ou bien est-ce que les sciences sociales sont pluralistes et qu'il faut l'admettre, donc elles sont à la fois explicatives, compréhensives et critiques, pour utiliser les termes classiques, étant entendu que aucun de ces pans n'est réductible aux autres. Non, quand j'ai essayé de... Parce que comme toujours, vous avez été sympa avec moi, vous m'avez dit le titre est un peu provocateur, mais on donne un titre comme ça pour faire plaisir aux collègues, et après on se dit il faut que je m'en dépatouille un petit peu. Non, sérieusement, et je me suis dit un des bons points d'appui, justement, parce que par rapport à la question de l'interprétation, il y a une tendance très forte à lire justement et à mettre dans l'interprétation uniquement que la dimension herméneutique, ça a été de dire partons de Passeron, qui justement s'efforce de nous proposer ce qui seraient les conditions iréniques de l'interprétation sociologique. C'est pour ça que je suis parti de lui et que j'ai essayé de rappeler ces deux choses. Alors, je comprends ton intervention, mais ce que j'aime bien dans la démarche passeronienne, c'est de dire on doit admettre que les sciences sociales sont des sciences du contexte. Et que ceci, dans une certaine mesure, va nous couper d'une prétention nomologique. Même si, alors après, on peut, peu importe comment on les appelle, si ce sont, pour paraphraser Merton, des lois de moyenne portée, je ne sais pas si on doit formuler comme ça, mais c'est vrai que ce que tu évoques à propos de la solidification et donc certaines formes de régularité, et notamment la prévisibilité dont tu parlais, doivent être prises en considération et ne sont pas simplement réductibles à une mise en rapport au contexte ou à une interprétation.
Mais si on suit Michel Crosetti, qui était là il y a quelque temps, lui essaye de nous dire, mais sur le fond, la sociologie n'explique qu'en se centrant sur le prévisible, n'explique que 10% de l'activité sociale. Le reste n'est pas expliqué, justement. Mais bon, je ne sais pas comment me sortir de ta critique, mais je serais tenté de dire oui, on peut accéder à une dimension de faible portée nomologique, si on peut jouer avec ces contraires. Mais il me semble que si l'on veut essayer de comprendre ce que le travail de l'interprétation, sans tomber simplement dans les seuls critères de la cohérence significative et du respect de la logique formelle, eh bien, on est obligé de passer par cette dimension de l'empiriquement contraint. Et ce qui fait l'empiriquement contraint, c'est justement le fait qu'elle soit des savoirs contextualisés. Alors après, quelle est la taille des contextes, quelle est la variation d'ampleur du contexte, mais il me semble que c'est comme ça que l'on peut essayer de proposer une lecture de l'interprétation qui essaye d'avoir une prétention au savoir sociologique. Merci. Marc-Henri, merci pour ton exposé. J'aime bien comme ça, quand on libère le concept, ça m'intéresse. Alors, je reprends ton chemin, puis je te pose une question. Les sciences sociales on les appelle aussi les sciences de l'homme et de la société. Ça veut dire, me semble-t-il, que ces sciences mettent au centre de leur activité réflexive ou critique d'interprétation l'humain. Or, nous avons aussi affaire non seulement au monde, comme on dit, du patrimoine matériel, mais aussi immatériel, les contes, les récits, tout. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce qu'au fond, lorsque les sciences sociales sont une mise à l'épreuve. Or, nous, pour faire de la recherche en tant que sociologue, on utilise le langage, le récit. Je ne peux pas dire que la mise à l'épreuve suppose aussi une mise en intrigue. Situation. Bon, dans ta question, tu me diras si je réponds, j'entends deux choses, où j'y vois deux entrées possibles. La première qui serait, et là ça colle tout à fait à mon propos, celle qui consisterait à dire toute production d'une interprétation contient toujours une dimension narrative qui repose justement sur la mise en intrigue. Et justement, quand j'évoquais l'imagination réaliste, l'hypothèse zéro et tout ça, c'était bien une manière de dire je dois mettre en relation des faits pour qu'à un moment donné, il me raconte une histoire. Bon. À ce niveau-là, je partage tout à fait cette entrée. De l'autre, il me semble qu'on peut l'entendre aussi par le fait que, ce que d'ailleurs la perspective herméneutique nous donne, qui est de dire la réalité sociale n'est qu'interprétation, déjà, par les acteurs eux-mêmes qui, lorsqu'ils agissent, sont déjà, pour pouvoir agir, doivent interpréter, et que le sociologue, pour pouvoir connaître cette réalité qui n'est qu'interprétation, n'a d'autre instrument que l'interprétation pour le faire. Et donc, que là, on peut avoir, si j'ose dire, à la fois des jeux d'échelle et des jeux d'intrigue entre ces interprétations qui ne se situent pas au même niveau. Mais c'était les deux entrées que je voyais. Merci. En fait, j'avais deux questions. La première serait sur la place de l'empathie dans l'interprétation. Et la seconde, c'est... en fait, je voudrais savoir si l'interprétation permet de passer du probable au plausible, donc de ce qui pourrait être retenu dans un contexte donné et à partir d'un raisonnement interprétatif bien déterminé. J'attendais la première. Pas formulée comme ça, mais je l'attendais un peu. Je me dis, elle va me venir. Vous avez vu, j'ai essayé volontairement de dire quel est l'objet de l'interprétation. Et la
une des choses dont j'ai essayé de me démarquer, c'est de dire il ne s'agit pas d'interpréter des faits, c'est-à-dire des conduites, des pensées, des actions. Il me semble, je ne voudrais pas réduire l'interprétation à dire essayons de trouver les bonnes raisons pour lesquelles vous avez fait ce que vous avez fait. J'ai essayé de le placer en disant il ne s'agit pas de comprendre les logiques d'action de l'acteur en lui imputant un certain nombre de bonnes raisons. Lorsque j'essayais de parler d'interprétation, j'essayais de le mettre, si j'ose dire, à un autre niveau d'échelle, en essayant de me dire ce qui fait l'objet de l'interprétation, c'est justement la mise en relation entre peut-être l'action, la conduite ou la représentation affichée et d'autres éléments. Donc ce qui est à interpréter, me semble-t-il, et ce qui est l'objet du travail sociologique, ça n'est pas d'essayer de retrouver les bonnes raisons de l'action de Pierre, Paul ou Jacques. Donc, vous ne reprenez pas la définition zimelienne de l'interprétation. Non. Mais c'est davantage de se pencher sur la relation entre des éléments factuels, structurels, culturels ou autres. Je ne sais plus, j'ai oublié la deuxième, du coup je me suis... C'est l'interprétation Oui, oui. Le passage du probable au plausible. Mais justement, ça c'est toute la proposition de Passeron et de ses collègues, c'est de dire, dire empiriquement contraint, c'est ce qui va faire passer d'un possible qui serait justement, c'est cohérent formellement, ça produit un sens qui semble être significatif par rapport au problème, mais ce qui va le rendre plausible, c'est justement son adéquation significative au contexte. Et c'est justement ça, la dimension de mise à l'épreuve à laquelle je faisais référence. Mais qui me semble être là, je voudrais réinsister, qui me semble être beaucoup moins problématique, je ne veux pas dire que ça soit simple, mais qui a déjà et qui fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses discussions. À quelles conditions peut-on valider une assertion pour dire qu'elle est adéquate significativement avec le contexte? Ce qui me semble, et c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention, beaucoup moins l'objet d'une réflexion méthodique, c'est justement l'ensemble des opérations par lesquelles on découvre et on produit de l'interprétation. Et c'est ce que j'ai essayé très rapidement, parce que je manquais un peu de temps, de dire, si l'on réfléchit, il y a une sorte d'observation indiciaire, une sorte d'expérimentation logique et une imagination réaliste, qui sont peut-être incomplets, mais qui dit la réflexion méthodique devrait aussi prendre ça en considération et ne pas simplement s'intéresser à ce qui permet de passer du possible au plausible. Bon, je ne vais pas être très long parce que je vais reprendre ça demain matin. Donc, c'est juste une question. Il me semble qu'il y a deux fils dans ton exposé. Un fil qu'on peut appeler empirique. Et il y a du pluriel parce que empiriquement, on n'arrive pas finalement à tout prouver et qu'un certain nombre d'interprétations concurrentes s'imposent finalement et qu'elles sont quasi aussi défendables les unes que les autres. Ça, c'est un fil. Et il y a un autre fil que tu as évoqué en passant, mais j'ai l'impression que tu l'as interrompu. Et c'est mon fil préféré, parce que c'est celui de la pluralité interprétative en tant que telle, comme production, ici, de sens possible, production d'imaginaire. Ici, on passe dans le partiellement indéterminé. Ça renvoie aussi à la notion d'arbitraire. Il y a une série de choses qui, dans nos sociétés, sont arbitraires. Et c'est à cette notion d'arbitraire-là que je rattacherai l'autre filière ou l'autre de la pluralité interprétative, et à une autre filière que je développerai demain, qui est plus centrée, elle, sur la construction au long cours de différents possibles. Merci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas la troisième, mais au moins avec les deux premières, je suis d'accord pour dire effectivement, il y a une
double dimension constitutive de cette pluralité des interprétations. Effectivement, ça renvoie empiriquement au statut de la réalité qui est à la fois changeante. Donc, comme c'est rapporté à des contextes, les contextes sont eux-mêmes en mouvement, on peut comprendre cela. Aussi, toujours dans cette même veine, dans ce même fil empirique, il me semble, et moi j'y tiens beaucoup, qu'il faut admettre que la réalité n'est pas connaissable de façon immédiate, de façon directe. Elle est toujours connaissable de façon indirecte. Et cette médiation, justement, c'est l'interprétation, et que de ce fait, ça autorise une pluralité d'interprétations, ce qui ne veut pas dire n'importe quelle interprétation. Puis, de l'autre fil, et là je serai d'accord avec toi, pour dire qu'il y a, renvoyant à des arbitraires, mais là je dirais à des arbitraires scientifiques, si je peux les formuler comme cela, à partir du moment où sur une réalité on va donner une problématique différente, on va constituer, parce que je ne crois pas à la réalité des faits, mais au fait que les faits sont constitués par l'enquête elle-même, à partir de ce moment-là où il y a indissociablement un arbitraire du choix de la problématique qui va avoir une incidence directe sur les types de faits constitués et recueillis, il devient logique de considérer que la pluralité des interprétations naît aussi de cet arbitraire du scientifique ou du chercheur. Je repose une petite question en passant. À propos du concept de déicticité, donc que les savoirs produits soient déictiques, c'est-à-dire qu'ils soient relatifs à un contexte précis, ne pose, je pense, pas de problème. Est-ce que la portée des savoirs produits demeure déictique? Autrement dit, est-ce que lorsque j'étudie tel dispositif participatif en matière urbanistique, effectivement, le savoir produit doit être un savoir relatif au contexte, plausible par rapport au contexte, mais est-ce que la portée du savoir demeure déictique? Autrement dit, est-ce que l'ambition du sociologue n'est pas d'aller au-delà, non pas vers l'universel, mais d'aller à un niveau de généralité qui n'est plus déictique, ou alors il faut étendre le concept de déicticité à des contextes semblables, etc. Je suis là aussi tout à fait d'accord avec toi pour dire, bon, il y a cette première dimension, et j'aime bien la formulation, c'est relationner, même si c'est un terme qui n'est pas beau, c'est véritablement, il y a une relation avec le contexte, et c'est ça qui en fait dans cet ici et maintenant, et c'est là que se joue la mise à l'épreuve. Bon, par contre, je partage tout à fait ton idée, ça ne peut pas être l'ambition. Mais simplement, à partir du moment où on a une autre ambition qui est de dire il serait souhaitable que ça vaille aussi pour autre chose que cet ici et maintenant, bien, à ce moment-là, on est à nouveau en train de faire un travail d'interprétation et qui va devoir se remettre à l'épreuve, probablement cette fois-ci d'un autre ici et maintenant. Mais que ce saut auquel on souhaite, que c'est peut-être pas nous qui allons faire la mise à l'épreuve, mais ce qui en fait la validité ou la plausibilité de l'interprétation en question, ben c'est plus son enracinement dans un ici et maintenant. Et ça va être une autre forme d'enracinement que nous-mêmes ne produirons peut-être pas, qui ne se produira peut-être jamais, mais dès lors, on reste dans une interprétation dont la plausibilité devient beaucoup plus faible. Je fais vieil empiriste hein, quand je dis ça. Hein, oui. Merci.